Et si les mecs sont pas contents, ils savent où est mon buringue. Y a pas de souci. Et s'il faut, on ira causer. Bienvenue, bonjour, deuxième partie de notre consultation pour élire les All-Stars de la saison 2020-2021 de Jeep Elite. Alors, pas de All-Star Game cette année en raison de la pandémie de Covid-19, mais on tenait tout de même à débattre et à rendre hommage aux meilleurs joueurs du championnat. Alors, la semaine passée, on a donc débriefé la sélection étrangère. On vous met le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu. Place maintenant aux meilleurs Français. Le principe est toujours le même. On vous a demandé sur bibasket.fr de voter poste par poste. Et aujourd'hui, on vous révèle et on commente ensemble les résultats. Pour cette vidéo, l'équipe de rédacteurs de Bibasket reste elle aussi la même. J'accueille Gabriel, Boris et Étienne. Salut les gars, comment ça va? Salut tout le monde, ça va Salut tout bien, le monde. merci. Je vous propose d'attaquer tout de suite. Et puis vous qui nous regardez, qui nous écoutez, venez aussi nous dire en commentaire qui vous auriez sélectionné. Donnez-nous vos avis sur chaque poste et votre équipe de 12. On commence donc par les meneurs de jeu et on vous affiche les résultats de la consultation effectuée sur Bibasket avec Sylvain Francisco, le meneur de Rouen, qui arrive en tête des votes devant Axel Julien, le Dijonais. Ces deux-là font le cut et intègrent votre sélection de All-Star français. Et puis un peu derrière, on a David Michino des Metropolitans, Benoît Mongin du Portel et on vous avait aussi proposé Antoine Dio de l'Asvel. Les gars, Sylvain Francisco, premier du sondage, après avoir effectué un petit passage en Pro B, on peut dire, Boris, que c'est un retour assez spectaculaire en Jeep Elite. Oui, on en avait parlé en fin de saison dernière sur les potentiels joueurs de Pro B qui pouvaient avoir leur place en JP Elite cette saison. Donc, Jean-Denis Choulet a eu la bonne idée de tenter le pari qui se trouve être plutôt concluant. Effectivement, toujours un petit peu surprenant de le voir devant Axel Julien malgré tout, plutôt pour des raisons collectives, de statut, etc. Mais en tout cas, le fait qu'il fasse le cut parmi les deux me semble pas choquant du tout, notamment du fait que la chorale, qui est dans un objectif maintien, on ne va pas se mentir, pour l'instant est en passe de réussir ce challenge-là. Et Sylvain Francisco en est un des principaux artisans avec une saison effectivement individuelle très réussie dans la lignée de ses prestations au Paris Basket en Pro B les 2 dernières saisons. Donc il monte en régime, il s'affirme comme un JFL très important, on va dire, de notre championnat, avec un style de jeu en plus qui est particulièrement flashy et plaisant. Oui, et puis surtout sa dernière période avec la série de 4 victoires de suite pour Rohan, vraiment parle en son sens. C'est-à-dire que jusqu'ici, il manquait de régularité. Lui confier le poste 1 titulaire, ben, c'était un pari osé. Il y avait des matchs avec, des matchs sans. Il avait sorti une contre-performance, notamment contre Boulazac, dans un match qui sentait fort le maintien et Rohan avait perdu. Et puis lui-même avait été dur avec lui-même dans les déclarations d'après-match. Et derrière, là, il enchaîne les performances très régulières avec des points, des passes décisives, peu de balles perdues et surtout des victoires. C'est un joueur qui a l'esprit du All-Star Game, entre guillemets. Il y a déjà été lorsqu'il faisait le concours de dunk à l'époque où il était à Levallois. Et c'est un joueur qui est très flashy, qui est très impressionnant à avoir joué avec beaucoup d'handle. Donc forcément, il correspond parfaitement à l'esprit de cet événement-là. Et Rouen va mieux en ce moment et c'est beaucoup, beaucoup en partie grâce à lui qui réalise des gros progrès avec beaucoup plus de constance. Ouais. Je vous entendais tous un peu parler aussi d'Axel Julien, donc qui arrive entre guillemets, deuxième du sondage. Lui, c'est un peu, on va dire, le taulier français du poste, meneur international d'une grosse équipe, désormais Dijon en Jeep Elite. C'est pas une surprise, c'est logique, lui, de le retrouver ici. Oui, tout à fait. Oui, Moi, je m'attendais même à le voir premier, très honnêtement, comme on l'a dit avant, un peu à l'image de David Holston chez les étrangers, finalement. Son compère sur les lignes arrière de la JDA. Donc oui, c'est pas du tout étonnant. Et d'ailleurs, même s'il est deuxième, ça se joue à assez peu de votes finalement. Et les résultats sont assez serrés entre Francisco et Julien. mais le public aime sans doute voir des nouvelles têtes, hein. C'est aussi pour ça que je pense que parfois, par habitude, Axel Julien, on a l'habitude, on va voter pour Sylvain Francisco. Alors, c'est une des interprétations qu'on peut en avoir, je pense. Mais Axel Julien, bien sûr, mérite sa place.
tout comme David Michino qui est troisième. Surtout sur le poste 1, on a tendance souvent à avoir au moins 3 joueurs. Bon, là, c'est une sélection All-Star Game, hein, ce n'est pas une sélection de l'équipe de France, par exemple, mais Axel Julien comme David Michino, en plus, ils peuvent jouer 1 et 2. Michino, pour l'ensemble de son œuvre, je pense qu'il mérite une sélection All-Star Game, même si les statistiques ne sont pas exceptionnelles par rapport à un début de saison un petit peu compliqué. Faut souligner son impact des deux côtés du terrain, sa progression. Et puis aussi, on l'avait dit dans la vidéo des étrangers du All-Star, les Metropolitans jouent pas énormément jouent sur pas forcément énormément de possession, donc pour produire des statistiques, c'est pas toujours évident. Bah, malheureusement pour lui, là, tu disais peut-être on aurait pu prendre 3 meneurs si on avait fait la sélection. Il y a d'autres postes où il y a aussi beaucoup de candidats et où il faudra élargir. Donc là, on s'en est tenu à 2. Et les gars, un petit mot sur Benoît Mangin qui est quatrième de ce sondage. Alors que c'est le meilleur passeur français de Jeep Elite. Est-ce que c'est un joueur sous-estimé un peu par nos lecteurs? Est-ce que c'est parce que le Portel est pas... Bon, on verra sur d'autres postes que la communauté des supporters du Portel est capable de se mobiliser très fort. Apparemment, ils ne l'ont pas fait pour le poste de meneur. Est-ce que c'est un joueur un peu sous-estimé en Jeep Elite, Benoît Mangin? Oui, parce que le Portel, c'est un club qui a longtemps joué déjà en Pro B. Ensuite, c'est un club qui a pas nécessairement été vu sur la scène européenne. Ils ont eu un parcours assez important, mais c'était en FIBA Europe Cup et ça commence à remonter. C'est un club, une équipe qui n'est pas souvent télévisée aussi, il faut le dire. Voilà, donc c'est un joueur qui a un certain âge, qu'on avait vu comme un bon joueur de Pro B, puis un cadre de Le Portel. Et puis, pourtant, c'est un All-Star aguerri, hein, puisqu'il a 2 sélections et c'est les fans, pour le coup, qui avaient voté pour lui. Bon, là, ils ont peut-être pris la semaine de sondage en cours de route. Donc, c'est vrai que c'est étonnant de le voir si bas, mais disons qu'il confirme et qu'il même joue peut-être aujourd'hui peut-être le meilleur basket de sa carrière, même si le Portel, c'est des up and down sur cette saison avec un très bon début. Depuis, ça cale un peu. Là, ils sortent d'un résultat un peu compliqué contre Cholet Basket. Donc, voilà. Mais bon, la concurrence est quand même assez élevée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de meneurs français qui sont vraiment responsabilisés en Deep Elite, mais les meneurs qui le sont quand même productifs. Parfois dans des bonnes équipes, on l'a dit avec Axel Julien, David Michino. Donc, c'est assez difficile de se frayer un chemin jusque dans la sélection quand on est dans une équipe qui joue plutôt le bas de tableau. Bon, les gars, on parlait du Portel. Je vous propose de passer du coup sur les résultats du vote pour le poste 2, le poste d'arrière, avec la grosse surprise, on ne va pas se mentir, de notre consultation. Vous, les lecteurs de Bibasket, vous avez placé Boris Dallot du Portel, donc en première position, devant Nicolas Lang et Isaiah Cordigné. Avec un nombre impressionnant de votes total qui fait que Nicolas Lang et Isaiah Cordigné, qui sont un peu, on va dire, les 2 stars françaises sur le poste, font le cut et intègrent la sélection de All-Star. Mais quand même, Étienne, on en parlait un peu. Avant de parler de la surprise, j'aimerais quand même qu'on parle d'abord de Boris Dallot, le joueur, qu'on me le décrive que vous le décriviez un peu, qu'on lui rende un peu hommage à ses qualités de basketteur et pas aller tout de suite sur la surprise. Qui c'est veut la me parler polyvalence. Ouais. C'est la polyvalence par excellence, Boris Dallot. C'est un joueur qui peut jouer 2, qui peut jouer 3, qui peut jouer 1. C'est ce qui avait fait de lui finalement ce couteau suisse la saison passée à Strasbourg. Et cette année, il avait envie de sortir, je pense, de ce cadre de joueur polyvalent qui bouche un peu tous les trous et justement d'être un peu le go-to guy de Le Portel. Hein. Le Portel a investi quand même pas mal financièrement sur Boris Dallot en ayant la volonté de le mettre en avant, de lui permettre de sortir de ce registre de joueurs polyvalents. Il le reste. C'est-à-dire c'est un joueur qui va toujours prendre des rebonds, qui lit bien le jeu, qui va pouvoir s'insérer dans un collectif et qui peut marquer des points, mais c'est un petit peu son facteur de progrès important, c'est-à-dire de pouvoir marquer des points avec régularité. En début de saison, il avait notamment fait un carton offensif contre Dijon, peut-être. Enfin, ça, c'est vraiment de tête et ça remonte. Mais et il avait notamment été très adroit. C'est ça, 26 points contre Dijon. Voilà. Et bon, ma mémoire ne me fait pas encore défaut. Mais il avait notamment été plutôt adroit. Et c'est un petit peu la chose qui lui manque, c'est la régularité dans le tir extérieur. S'il arrive à vraiment ajouter ça, il sera plus qu'un joueur polyvalent.
il pourra avoir de nouvelles perspectives dans la suite de sa carrière et ce passage à Le Portel peut lui être vraiment bénéfique. Effectivement, hein, il a eu plus de responsabilités en attaque, il score plus de points cette année. En revanche, cet aspect adresse pêche toujours un petit peu parce que même s'il a plus de temps de jeu, plus de shoot et du coup un volume de points plus important, il a des pourcentages qui sont toujours assez délicats et même un peu en deçà de l'an dernier. Sur sa saison à Strasbourg, à 3 points, il est seulement à 20%, donc ce qui pour un extérieur reste faible. Même au lancer, hein, il est à 62 pour. Ah, bon, j'ai pas les bons 25,8% à chiffres, là. 3 points. 5,8, ouais. Ok, bah, il doit me manquer, Bon, ça il doit me reste, manquer un ou deux matchs du coup. Mais voilà, ça reste relativement faible. Et c'est vrai que là-dessus, il faut vraiment qu'il progresse pour tenir ce standing entre guillemets de gros JFL titulaires, etc. Parce que c'est quand même, s'il souhaite sortir de ce rôle de glue guy un peu, de mec impactant des deux côtés du terrain et être vraiment un leader offensif plus qu'il ne l'est aujourd'hui, ça passe par une progression sur ses pourcentages dans les différentes catégories de tirs. Et donc, conclusion de ce que vous venez de nous dire, hein, Gabriel et Boris. Étienne, peut-être la conclusion de ça, un bon joueur, un joueur solide de Jeep Elite, mais Ouais, c'est pas un un bon joueur. All-Star, Ouais, pas devant c'est ces ça. deux joueurs-là en tout cas, Ouais, pas c'est un devant bon. Nicolas Lang. C'est ça. Ouais, bah oui, non, mais c'est un très bon joueur, mais c'est juste que là, devant, il y a quand même certes un joueur qui est dans une très très bonne équipe, enfin dans une très mauvaise équipe pardon, du championnat, Nanterre cette saison, qui a beaucoup de difficultés, mais qui fait plutôt une belle saison. Et Nicolas Donc, Lang qui réalise aussi une belle saison. Ouais, donc Isaiah Cordinier et Nicolas Lang, mais c'est vrai que Boris Dalot est clairement un cran en dessous de ces deux joueurs-là. Et même on voit un sacré fossé entre les trois premiers puis le quatrième qui est Benjamin Sen. Parce qu'on on a 1000 votes d'écart entre le troisième et le quatrième. Ça montre que il y a Cordini et Lang qui sont vraiment au-dessus du lot. Dalot, pour moi, et Sen, Lacombe et Bégarin sont un cran en dessous. Ouais. Et pour Boris Dalot, alors, c'est pas le débat du jour, mais Boris Dalot, c'est un joueur qui est quand même encore relativement jeune. Mais pourtant, ça fait longtemps qu'on le voit parce qu'en fait, c'était déjà un des leaders de la génération 94, hein, la génération notamment avec Mame Jaïté. Et il était arrivé à Poitiers, l'époque où Poitiers était considéré comme un club qui faisait vraiment confiance aux jeunes. Et à 18 ans, il a tourné professionnel et ensuite, il a connu vraiment une riche expérience, notamment en jouant à l'étranger, Partizan Belgrade, en G-League, en Grèce. Et aujourd'hui, il est revenu dans ce rôle du glue guy, comme disait Boris, en France. Et là, c'est la première étape vers sa montée en puissance. Il n'a que 27 ans, il a 27 ans, et il va pouvoir, dans ses meilleures années, peut-être s'affirmer dans ce rôle. Et je pense que sur le terrain, on pourra le retrouver All-Star, mais effectivement, cette année, peut-être que s'il y avait une vraie sélection du All-Star Game, il aurait été encore un poil juste pour y aller. Mais moi, je pense que dans les saisons futures, on pourra compter sur lui. Bon, les gars, vous voulez pas me parler de Nicolas Lang et de Isaiah Cordinier qui font des saisons fantastiques individuellement, c'est ça? Non, effectivement, hein, Bah, on en a beaucoup parlé cette année, que ce soit sur le site via les articles ou dans des vidéos, etc. Nicolas Lang, bon, c'est un joueur plus que référencé du championnat de France qui progresse encore malgré les saisons qui passent. Donc, clairement, à mon sens, c'est celui qui méritait le premier spot sur ce poste-là. Parce que c'est un joueur meilleur scoreur français de Jeep Elite et 7e au total, hein, avec plus de ouais, 16 points par match. et qui voilà, est devenu un joueur international, à l'image de Isaiah Cordinier également, qui aujourd'hui est une menace de premier plan d'un point de vue offensif en Jeep Elite, au sein d'une équipe de Limoges qui alterne entre également le bon et le moins bon, mais malgré tout, un JFL qui a cet impact-là en attaque, c'est à souligner, c'est important, plus de 15 points de moyenne, c'est très élevé. Et donc, clairement, pour moi, c'est celui qui fait la saison la plus solide aujourd'hui à ce niveau-là. Et qui a explosé, hein, il est passé de 10 points de moyenne à 16 en attaque, ouais. c'est une sacrée C'est un explosion quand même. son magnifique match contre Pau et je pense que c'est son point d'orgue de la saison pour l'instant où il tourne il a 35 d'évaluation, 6 sur 7 à 3 points contre Pau, 10 sur 12 au shoot. C'est vrai que ce match à regarder, enfin son match en tout cas, il est magnifique. Il est magnifique. Donc ouais,
je pense qu'il a confirmé qu'il était un très, 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 très bon joueur de Jeep Elite cette saison. Mais c'est surtout que l'effectif tel qu'il est bâti et le projet de jeu à Limoges, il est vraiment au top, je pense. C'est parfait pour lui. Il est avec des joueurs qui aiment se passer la balle, des joueurs intelligents, des joueurs avec qui je pense humainement il s'entend bien. Et un vrai point de fixation, c'est Jerry Boutielé. Et ensuite, ça se passe beaucoup la balle. C'est l'équipe qui tire le plus à 3 points dans son volume de jeu, dans son volume de tir. C'est l'équipe qui tire en moyenne le plus à 3 points. Voilà. Et puis si Nicolas Lang, on le laisse derrière la ligne sans venir le harceler, sans venir le toucher, il va vous faire passer une sale soirée. C'était le cas notamment à Pau où il était tranquille, il n'avait pas été on l'avait pas impacté physiquement. Et là, du coup, il avait pu rigoler. Et si les équipes l'oublient comme ceci, bah, il va faire très mal. Et notamment, par exemple, en contrario, un match à Monaco où vraiment il sortait de très grosses performances. Là, Monaco était venu l'impacter physiquement, il avait souffert et on l'avait moins vu. Donc, c'est un petit peu la marge qu'il va avoir. C'est-à-dire que maintenant, il va être souvent très ciblé par les équipes. Et on va voir sur la deuxième partie de saison, les matchs vont s'enchaîner, s'il va pouvoir rester à de telles moyennes, parce que c'est des moyennes qui sont vraiment, vraiment impressionnantes. Boris, tu voulais ajouter quelque chose sur Nicolas Lang ou sur Isaiah Cordigné, peut-être un petit mot, on n'en a pas vraiment parlé. Sur Qui Isaiah fait Cordigné, lui aussi réalise une saison individuelle de bonne facture dans la lignée de la précédente à Nanterre. On sent qu'il est à l'aise dans le système de Pascal Donadieu. Après, il paye probablement les résultats collectifs qui sont en deçà des attentes pour Nanterre 92, puisque c'était une équipe qu'on pouvait attendre malgré tout sur le haut de tableau pour jouer potentiellement un top 6. Là, ils sont plus en difficulté et ça va être un challenge de réussir à accrocher les playoffs, notamment avec une passe très difficile là sur le mois de mars. Donc, il paye probablement ça. Après, ça reste un joueur très, très impactant, très impressionnant et spectaculaire aussi. Vrai slasher pour le coup. On n'a pas beaucoup de JFL dans ce profil-là, donc c'est vrai que c'est d'autant plus appréciable, qui a connu des débuts en équipe de France et qui, je pense, peut prétendre pour la suite de sa carrière. Là aussi, c'est un joueur relativement jeune, à l'image de Boris Dalot, qui a encore de longues années devant lui, qui peut prétendre à aller jouer à un niveau supérieur, potentiellement dans une cylindrée peut-être d'Euroleague, puisqu'on sait qu'il y a eu des intérêts à son encontre depuis le début de la saison, dans l'optique de l'intersaison 2021-2022. Je vous propose de passer, on a fait le tour sur le poste d'arrière, de passer sur le poste 3, le poste d'ailier, avec les résultats donc du sondage qui s'affichent, avec donc Romuald Morancy du BCM Gravelines Dunkerque qui arrive en tête des votes devant Terry Tarpey, Le Monceau, donc les deux qui font le cut et qui intègrent la sélection des All-Stars. Arrive un peu derrière Maxime Courby de la JL Bourg, Abdoulaye Ndoye de Monaco. On avait aussi cité Giovanni Onyangé d'Orléans et Jérémy Leloup, le Palois. Gabriel, j'ai envie de commencer avec toi parce que tu as récemment rédigé un article pour souligner les progrès de Romuald Morancy. Est-ce que tu es surpris? Est-ce que c'est peut-être un peu prématuré de le voir déjà All-Star du public? Qu'est-ce que tu penses de cette position et de ses progrès? Non, parce que bon, il y a toujours un timing dans ce genre de choses. C'est-à-dire que Romuald Morancy, il sortait de bonnes performances et on en a dû justement réaliser un article. Donc dans la foulée, on a fait le sondage et la concurrence sur le poste 3 n'est pas énorme. Donc c'est logique qu'il se retrouve là. Il y a toujours quand même des fans aussi du côté de Gravelines. C'est quand même un club qui reste populaire. Oui, Donc ils sont c'est bien un mélange de mobilisés. tout. Voilà, ils sont bien mobilisés. Et je pense de toute façon que cette place est méritée parce que c'est un joueur qui est impactant des deux côtés du terrain, parce que Gravelines Dunkerque, au jour où on vous parle, où on fait cette vidéo, ils sont dans le top 8 de JP Elite et mine de rien, ce n'est pas arrivé souvent ces dernières saisons. C'est un joueur qui a vraiment progressé au niveau de l'adresse. C'est un joueur qui est très dur en défense, qui en fait d'autres choses, c'est-à-dire que là où il se contentait beaucoup de catch and shoot en début de saison, aujourd'hui, il est capable aussi de poser des dribbles, d'aller finir fort au cercle. On l'a vu faire des gros dunks, de pouvoir prendre des tirs après dribble. Vraiment, je pense qu'il va faire de plus en plus de choses. En fait, il va oser faire ce qu'il est capable de faire. Il en a vraiment sous la semelle.
Et il le fait en plus dans une équipe qui est à suivre sur cette deuxième partie de saison parce que Gravelines Dunkerque est dans une très belle dynamique grâce notamment au réajustement d'effectifs, mais aussi parce qu'il y a des joueurs comme lui qui ont pris confiance et vraiment s'affirment en JP Elite. Après, Gabriel, t'en parlais rapidement et sans rien enlever aux différents joueurs qui ont été retenus ou même les prétendants. C'est vrai que ce poste 3, ça reste malgré tout le moins concurrentiel et celui sur lequel il y a le moins de très forts joueurs, on va dire, qui se dégagent, à l'image d'un Axel Julien, d'un Nicolas Lang ou Isaiah Cordinier, qui sont malgré tout des internationaux, des joueurs confirmés qui ont réalisé de nombreuses saisons de très haut niveau. Là, on a beaucoup de bons joueurs. Mais pas réellement de go-to-guy d'équipe. Terry Tarpey qui est deuxième, c'est un peu la même chose. C'est un joueur qui est très très fort défensivement, qui est polyvalent, qui est capable de défendre à presque toutes les positions, en tout cas de 1 à 4 sans trop de soucis, qui apporte au rebond. Et qui a progressé vraiment... dans l'adresse, hein. Ouais, cette saison, c'est un peu moins bien, il me semble, que la dernière, mais effectivement, qui progresse en attaque aussi. Mais voilà, c'est pas des leaders offensifs de leurs équipes respectives, du moins. Et donc, c'est vrai que c'est pas des choix par défaut. Et encore une fois, l'idée, c'est de ne rien enlever à personne. Mais c'est des choix qui sont un peu plus difficiles et il y a un peu plus de densité sur ce poste-là, quoi. Mais je reviens sur ce qu'on disait sur Boris Dalot, hein, c'est la superstar de cette vidéo. Mais c'est des joueurs qui sont dans une vraie phase ascendante. Et remuellement ainsi, comme Terry Tarpey, s'ils sont épargnés par les blessures, surtout pour Terry Tarpey qui en a connu pas mal au Mans ces dernières saisons, je les verrais vraiment bien dans le contexte des fenêtres internationales venir faire des premières sélections en équipe de France et pourquoi pas jouer dans des niveaux Eurocup d'ici 2-3 ans. Parce que Terry Tarpey, c'est un guerrier phénoménal. C'est un joueur que tout coach rêve d'avoir parce qu'il va se jeter par terre quel que soit le contexte. Et puis, il a progressé dans l'adresse, même si les chiffres ne le retranscrivent pas forcément encore, mais il a progressé. Et puis, le gros souci de Terry Tarpey ces dernières années, c'est qu'il avait toujours un pépin physique. Et là, cette année, c'est moins le cas. Et vraiment, il fait du bien. Le Mans n'a pas une saison linéaire, mais potentiellement, je trouve que c'est une très belle équipe aussi. Et à voir sur la fin de saison s'ils arrivent à avoir tout le monde, parce que c'est une équipe qui me paraît très dangereuse, notamment grâce à Terry Tarpey. Pour revenir pour revenir sur Montmorency, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de le voir assez régulièrement sur les parquets de Quimper quand il était venu à l'époque avec Vichy Clermont et plus récemment avec Antibes. Et c'est vrai que quand j'ai appris qu'il allait monter en JP Elite, je me suis dit c'est peut-être encore un petit peu trop tôt. Il était arrivé en même temps que Paul Rigaud qui arrivait lui d'Evreux. Et c'est vrai que quand les deux joueurs sont arrivés, je voyais Paul Rigaud peut-être faire une meilleure saison. Et là, clairement, on voit que c'est tout l'inverse, puisque Paul Rigaud joue très peu pour l'instant, alors que Romuald Morancy s'est imposé comme un des cadres de cette équipe. Et je le trouvais juste peut-être sur certains points. Et puis, c'est vrai que le climat qu'il y avait à l'époque à Antibes la saison dernière, il était un petit peu étrange, avec un début de saison très difficile. Et Roko Linjukic qui prenait quand même beaucoup de place dans l'effectif. Et une fin de saison, même si ce n'en était pas vraiment une fin, mais des derniers matchs en boulet de canon. Mais c'est vrai que j'ai été assez surpris de le voir à ce tel niveau. Mais ça s'explique aussi par une éthique de travail qui est excellente de ce que j'ai entendu par certains spécialistes du BCM. Ouais. Sur la suite du classement, les gars, est-ce que vous avez une remarque sur les noms cités vous parliez de faiblesse relative du poste. On a carrément un joueur qui est plutôt un arrière meneur de formation, Abdoulaye Ndoye, qui se retrouve décalé sur ce poste 3 et qu'on a tout de suite intégré parmi les joueurs qui comptent à ce poste en JP Elite. Oui, parce qu'Abdoulaye Ndoye, ce n'est pas un joueur de statistiques. Alors, il a été un peu à Cholet où justement il avait quand même pas mal de responsabilités offensives, mais c'est un joueur très important. Il peut défendre pareil sur des postes 1, 2, 3. Il a même fait des piges au poste 4 en début de saison. Il y a des joueurs autour de lui qui mangent le ballon, hein. Il faut être honnête, hein. Marcus Knight, Dibost, Rob Gray. C'est difficile de vivre statistiquement et donc de prétendre quelque part à une place sur l'All-Star Game parce que il y a quand même des statistiques minimales à faire, mais il remonte aussi. Il est plutôt sur une phase où il monte ses statistiques, donc c'est bon signe. Et puis, je trouve qu'il s'insère
de plus en plus dans le collectif monégasque. C'est un joueur qu'il ne faut surtout pas dire il fait une saison en retrait par rapport à Cholet. Je ne pense pas. Je pense qu'il est dans l'apprentissage du très haut niveau. Il a fait une série contre Budućnost Podgorica en quart de finale de l'Eurocup où il a dû défendre sur Justin Cobbs, mais vraiment il a fait de son mieux et vraiment il a gêné. Et je pense que sa place à Monaco est vraiment essentielle et Monaco est le leader du championnat, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Un petit mot, Boris, je voyais que tu étais prêt à dégainer sur les ailiers. Ouais, bah juste une petite mention, on va dire, à Maxime Courby qui, pareil, dans un rôle assez clairement défini, parvient à apporter, notamment par son adresse, qui a vraiment progressé au fil des années et qui est désormais une vraie grosse arme, que ce soit en JP Elite ou en Coupe d'Europe. Pour le coup, son adresse extérieure est vraiment salutaire pour la JL Bourg. Et il arrive malgré tout à faire des chiffres intéressants, malgré là aussi pas mal de concurrence au sein de l'équipe, quelques gros scoreurs qui ont beaucoup de tickets shoot. Et finalement, il s'en sort bien justement grâce à des pourcentages élevés, parce qu'il arrive à être très rentable sans avoir énormément de munitions. Et pour ce type de joueur-là, rotation française, etc., c'est précieux cette rentabilité-là pour le coup. Je vous propose de passer à la suite. On attaque la constitution de la raquette de cet effectif de All-Star français. On vous affiche les résultats donc des votes pour le poste 4, avec donc Petr Corneli de Pau qui arrive premier du sondage, juste devant, hein, ça se joue à rien du tout, juste devant Gershon Yabusele de l'Asvel. Les deux qui font le cut et intègrent votre sélection de All-Star français. Et puis, un peu derrière, Pierre Pelos de la JL Bourg, Stivo Youfat de Rouen, Johan Makoundou de Cholet et Landing Sané d'Orléans. Les gars, Corneli, on a l'impression que cette saison, il atteint enfin, il devient enfin le joueur, il devient en tout cas le joueur que beaucoup attendaient ces dernières années. Ouais, Corneli, c'est un énorme potentiel. Et je pense que tout le monde lui a dit toute sa vie que tu as un énorme potentiel, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et jusqu'ici, pour lui, ben, ça avait été des hauts et des bas. Il avait fait une saison qu'il avait bien mis en avant quand il était au Mans, qu'il a été drafté. Puis derrière, il a un peu de mal à confirmer. Il a essayé de s'expatrier dans un autre contexte mais je pense qu'il a vraiment eu un déclic en cours de saison passée. On se souvient d'un interview de Didier Gadou qui disait que le club avait beaucoup investi sur lui et qu'il devait en assumer les responsabilités. Derrière, la deuxième partie de saison raccourcie de la 2019-2020 montrait déjà un peu qu'il avait entendu ce message et montrait un Peter Corneli beaucoup plus agressif, notamment parce que des fois, c'était un joueur un peu passif sur le terrain. Et en début de saison, il a complètement confirmé. Les résultats de Pau en tout début de saison étaient même plutôt positifs. Il y a eu des matchs télévisés aussi où il était impressionnant. On a l'impression qu'il était inarrêtable, à la fois dessous, où il avait un impact physique incroyable. Il était toujours capable de marquer un ou deux tirs extérieurs. Et puis, les résultats de l'élan béarnais depuis, ils sont en berne, hein, comme on le sait, et c'est un peu plus compliqué. Lui, il a toujours des périodes où il est dominant, mais il y a eu des matchs où on le voit un peu moins. Donc, ça reste encore irrégulier, mais il a montré qu'il est vraiment sur certains passages qu'il avait un niveau. Franchement, il n'avait rien à faire là, quoi. Et d'ailleurs, on s'attendait presque à le voir en équipe de France à un moment donné. Ça aurait été sympa et j'espère qu'il va reprendre un peu sa marche en avant dans les prochaines semaines et sur la fin de saison. Tu parlais d'agressivité, c'est un joueur, donc c'est un joueur de grande taille, hein, qui est au-dessus des 2,11 m, qui a un très bon shoot extérieur. On sait, il aime shooter à 3 points avec réussite, mais cette année, on a l'impression, les gars, qu'il va davantage au mastic. On l'a vu écraser des gros dunks comme on ne le voyait pas forcément faire avant. Il va batailler au rebond. C'est vraiment là qu'il a le plus progressé pour toi, Boris ?
Ouais, je pense vraiment, mais je pense que c'est effectivement tout est mental et il a probablement eu un déclic là-dessus. Alors je sais pas si c'est qu'il accepte davantage de se faire mal ou qu'il a pris conscience de comment il pouvait utiliser son corps et son potentiel, mais effectivement dans la dureté, dans l'impact et dans l'engagement au sens large, c'est clairement là, je pense, où il fait la différence. Et malheureusement, le contexte palois là est compliqué et ne l'aide pas, mais espérons que ce déclic mental se poursuive et puisse lui permettre d'accéder à des niveaux encore supérieurs, parce qu'effectivement, c'est un joueur qui va avoir 26 ans cette année, quoi. Il avait un discours très, très intéressant en début de saison quand on lui parlait de ses performances. Lui-même n'était pas tendre avec tout ce qu'il avait pu faire jusqu'ici. Il était vraiment clairvoyant sur le fait qu'il avait peut-être perdu du temps, mais que maintenant, du coup, il avait pris conscience de certaines choses et qu'il se concentrait sur l'instant présent. Et c'est plutôt positif et engageant sur la suite. On a l'impression que dans sa tête, il a pleinement conscience de tout ce qui lui a été reproché et qu'il est encore plus dur envers lui-même que les personnes extérieures, comme peuvent l'être les journalistes et les coachs, évidemment, l'ont été avec lui jusqu'ici. Étienne, derrière Petr Moi, je trouve Corneli, qu'il on faisait a. un. Ah, tu veux. Moi, j'allais te lancer sur Yabusele, mais si tu Non, veux mais, redire un mot de Corneli, vas-y, non, vas-y. mais juste un petit mot à rajouter sur Corneli. Je trouve qu'il formait un très très bel axe 1-5. Enfin, pour moi, c'est un axe qui est ultra important dans le basket. Et c'est vrai qu'avec Shannon Evans au début de saison, il formait un duo franchement extraordinaire. Et c'était aussi pour ça que l'élan était à un tel niveau au début de saison. Ils avaient été assez surprenants. Mais bon, on voit que maintenant que Shannon Evans est parti, il n'a pas réussi à trouver, je pense, cette aussi bonne complicité avec le poste 1. Mais pourtant, il arrive quand même à réaliser des bonnes statistiques et à essayer de faire de son mieux de son côté, parce que c'est vrai que ouais, dans ce marasme qui est actuellement Pau, lui se débrouille plutôt bien. Et comme je l'ai vu notamment sur un commentaire dans l'article, je pense que Corneli et Pello, c'est vraiment une sorte de confirmation, alors que Yabusele, on s'attendait déjà qu'il soit à ce niveau-là. C'est quand même un joueur qui a essayé de percer en NBA avec les Boston Celtics. Donc, ouais, Yabusele aussi, pas surprenant de le voir ici. Et il y avait match, on va dire, entre les trois, Corneli, Pello et Yabusele, qui me semblait intéressant. Et puis, on voit qu'au niveau des votes, ça reste assez serré. Et à noter aussi la belle quatrième place de Steve Oyufat, qui fait de plus en plus de progrès du côté de Rouen et qui aussi, ouais, enfin, là, les derniers matchs, Rouen joue beaucoup mieux. Et c'est en partie aussi parce que lui affiche un niveau qu'il a rarement affiché depuis le début de sa carrière. Les gars, je voudrais revenir un peu sur Gershon Yabusele, donc, qui a tenté, tu l'as dit, Étienne, de s'imposer en NBA. Il jouait très peu avec Boston. Il a fait un passage en Chine, pardon, avant de revenir à Lasvel juste avant la coupure de la saison dernière. Et on a l'impression qu'il a trouvé sa place. On dit souvent que c'est pas forcément facile de briller au scoring quand on joue à Lasvel en championnat, parce que les minutes sont très réparties. Et lui, voilà, il est régulier, il arrive justement à faire des pointes au scoring, notamment porté par une adresse à 3 points hallucinante. Il est quand même à 54,8% à 3 points de Jeep Elite. Et d'ailleurs, sur le dernier match de Jeep Elite de Lasvel contre Champagne Basket, il avait mis, je crois, 22 points à 16 minutes. Donc, ça souligne bien justement, sa rentabilité. Et au-delà de son adresse extérieure, il était très agressif et il avait provoqué énormément de fautes, je crois 9. D'ailleurs, des grosses fautes, il y avait eu quelques antisportives. Et voilà, c'est le signe de joueurs qui ont, c'est triste pour la Jeep Elite, mais qui n'ont plus rien à faire là. Et je pense que la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa carrière, c'est ça, c'est de devoir revenir à des niveaux où il est responsabilisé, où il y a un vrai niveau d'exigence, d'être constamment, on attend beaucoup de lui, parce que l'Asvel a énormément d'arrière, a 3 pivots, mais sur le poste 4, il y a lui, Amin Noua qui est un peu en retrait. Amin Noua, on se questionnait de savoir si Lasvel se questionnait de savoir s'il le conservait ou pas. Il y a vraiment une hiérarchie et ils sont que 2 purs poste 4. Et vraiment, il est responsabilisé et ça lui permet d'être impliqué des deux côtés du terrain et il assume parfaitement. Maintenant, on va voir avec la fin de l'Euroleague, justement, ça va être très intéressant de suivre la fin de saison de Lasvel et notamment de Gershon Yabusele qui va être
extrêmement sollicité par les écuries à l'étranger en Euroleague pour la saison à venir. Il a su D'ailleurs, faire, Boris. Je disais juste que sans Covid-19, on l'aurait peut-être jamais vu en France parce qu'il était dans un club chinois avant le début de l'épidémie et forcément le championnat s'est arrêté. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé à Lasvel. Donc peut-être que sans la Covid-19, on n'aurait jamais revu Guerchen Yabusele du côté de la Jeep Elite. Donc il faut aussi voir entre guillemets, les côtés positifs. En tout cas pour lui, la crise sanitaire a eu un impact positif sur sa carrière. Boris, tu voulais dire un mot aussi sur Yabusele qui est. Sur Yabusele, pas forcément, parce qu'effectivement, c'est celui qui semblait avoir le plus gros statut et qui l'a confirmé de par ses performances. Moi, je voulais plutôt revenir sur Pierre Pelos, pour le coup. Bah, vas-y. Qui réalise une super saison en tant que première rotation intérieure à la JL Bourg, derrière Omic et Peacock. Et il joue parfois 5, on l'a mis 4 pour raison d'équilibre, mais effectivement, des fois, il joue 5. Il peut jouer à la place d'Omic ou avec lui. Exactement, c'est vraiment la première rotation intérieure qui fait souffler l'un des deux autres. Et il est super intéressant dans les différentes compétitions cette année. Et je trouve que c'est le parfait exemple d'une gestion de carrière patiente et réussie. Pierre Pelos, c'est quelqu'un qui dominait en espoir à Portez, qui n'a jamais vraiment eu sa chance au sein de l'effectif professionnel, qui jouait avec la réserve, avec Ponorest sur la génération des Turpin, Pinot, Sepcap, etc. Ils ont été, alors si je ne dis pas de bêtises, champions de France de N3 et ils ont acquis la montée en N2 sur le terrain avec un groupe très jeune. Les Lampeaux Nord-Est, ouais, c'est ça. Ouais. Pau Nord-Est, tout court. Ouais, par abus de langage, en tout cas, je dis Pau Nord-Est, mais effectivement. Et pour le coup, derrière, qui a gravi les échelons petit à petit, en allant à Tarbes en N1, ensuite en allant à Saint-Chamond dans une petite équipe, entre guillemets, de Pro B, et ensuite des plus grosses cylindrées de Pro B avec Bourg, avec Foss, et au fil des années, à force de patience, il s'impose malgré des qualités, pour le coup, athlétiques. On parlait d'Yabusele, qui a un physique atypique, mais qui a des qualités athlétiques impressionnantes. Pierre Pelos, c'est pas forcément le cas, mais il compense par un QI basket, une adresse qui est super, super importante. Et on peut lui aussi le voir à 27-28 ans, là, estimer qu'il est arrivé en tout cas à maturité et le voir jouer potentiellement sur des équipes de Basketball Champions League ou d'Eurocup à l'étranger. Ce ne serait pas étonnant dans des équipes espagnoles de milieu de tableau, par exemple. Je pense que c'est un joueur qui peut tirer son épingle du jeu du fait de ses qualités et de ses caractéristiques, quoi. C'est le meilleur 6e homme de l'année en Jeep Elite pour l'instant, Pierre Pelos. Dans la discussion. Je me suis pas penché sur tous les 6e hommes, j'ai pas fait un comparatif précis, mais en tout cas, je pense que si on le faisait, il aurait clairement sa place dans la discussion, ouais, sans aucun doute. C'est un impact player en attaque génial, mais ça donne une petite possibilité de rappeler la mauvaise gestion de ces dernières années de l'élan Bernet, parce qu'à l'époque, sur la génération que tu citais, ils ont passé le problème comme ça, les Lambert. On était obligé de. Pierre Pelos, il peut pas défendre, il pourra pas jouer. Pierre Pelos, aujourd'hui, il joue en Eurocup, il s'est débrouillé autrement. Bastien Pinot, qui joue aussi en Eurocup et s'en est sorti. Pareil, pour lui, c'était pas assez. Et également passé par la N1, puis la Pro B, puis la Jeep Elite. Bon, peut-être qu'effectivement, ils avaient besoin de ça, ils n'étaient pas prêts, mais aujourd'hui, c'est dommage de voir un peu tous ces joueurs de l'élan Bernet. Passer par le centre de formation du l'élan Bernet à droite à gauche et l'élan Bernet pas réussir finalement à s'en sortir en Jeep Elite. Les gars, je vous propose de terminer ce bel effectif de All-Star français, de passer sur le poste 5, le poste de pivot, qui est peut-être, on va en discuter, le poste le mieux pourvu en joueur français d'impact. Avec les résultats qui s'affichent, et donc Jerry Boutsielé, le pivot de Limoges, qui arrive assez largement en tête de la consultation, devant Mathias Le Sort, le monégasque, et Mustapha Fall de Lasvel, les trois qui font le cut, trois pivots internationaux qui intègrent donc votre sélection de All-Star français. Et puis, on avait proposé aussi Alexandre Chassang, encore un international français d'ailleurs, et Yanis Morin. Les gars, Jerry Boutsielé, c'est comme Nicolas Lang, c'est l'année de l'explosion à Limoges et c'est vraiment une très très grosse saison.
C'est le joueur le plus recherché dans le collectif de Limoges. C'est celui qui joue le plus de possession. Vraiment, il y a énormément de plays où on cherche du poste bas avec Jerry Boutielé où il est vraiment archi dominant physiquement. Dès lors qu'il peut se retourner, aller sur ses petits tirs main gauche, puis il est très bon sur les short rolls aussi à mi-distance. Il est presque capable de marquer à 3 points régulièrement. Je veux dire, c'était Ça jusqu'ici commence. voilà, un joueur à 5-6 mètres vraiment très, très rentable. Et là, il commence justement à tirer à 6 mètres 75 et à en mettre de temps en temps. Ça va faire partie un peu de sa marge de progression. Mais justement, il est très complémentaire avec des joueurs comme Nicolas Lang, Hugo Vernizzi, qui jouent au large, qui amènent beaucoup étirent les défenses parce que ce sont des joueurs très adroits. Et dessous, il a beaucoup d'espace pour pouvoir s'exprimer. Et voilà, donc il assume pleinement les responsabilités. D'ailleurs, on a vu contre Rouen à quel point il pouvait manquer dans le jeu de Limoges, quoi. Et effectivement, même si à la fois le coach et les joueurs se cachaient pas derrière cette absence, mais c'est malgré tout quelque chose qui est beaucoup revenu dans les déclats d'après-match, l'absence de Jerry Boutielé dans un effectif limougeot, on en a déjà parlé, qui est très intéressant, qui est complémentaire, etc., mais qui a malgré tout quelques joueurs très identifiés, notamment sur le scoring, que sont Lang et Boutielé. Et quand il manque, c'est vrai que ça manque peut-être un peu d'options pour aller mettre des points, quoi. Étienne, peut-être sur la suite du classement, Mathias Le Sort, là encore, hein, on parle de joueurs vraiment avec énormément d'impact dans leur équipe et sur le championnat. Bah, ça me fait penser un petit peu à ce qu'a dit Gabriel pour Yabusele. En fait, c'est un joueur qui est trop fort, entre guillemets, pour le niveau de la JP Elite. Et on le voit bien en Eurocup où il a archi dominé et mené Monaco à la victoire lors du dernier match. Et oui, bah, c'est un joueur qui, l'année dernière, était en Euroleague avec le Bayern Munich. Et c'est vrai qu'on se demande, bah, est-ce que si Monaco n'arrive pas à aller chercher une place en Euroleague par le biais de l'Eurocup, au final, on se doute que Mathias Le Sort va sûrement quitter Monaco cet été. Et après, si on regarde un petit peu plus bas le classement, c'est vrai que Mustapha Fall est seulement troisième et Chassang quatrième. C'est un poste qui est ultra disputé avec quand même quatre gros joueurs qui sont des éléments primordiaux de leur équipe. Il y a aussi Yanis Morin, mais qui est lui plutôt qui est un petit peu plus en retrait parce qu'on a des gros joueurs étrangers qu'on avait cités la dernière fois comme Wainwright ou Colson. Mais c'est vrai que là, on a une belle concurrence au poste de pivot, même si pour moi, les trois premiers me semblent assez logiques. Les trois joueurs qui ont été sélectionnés dans les trois premiers me semblent assez logiques, même si j'aurais mis plutôt Mathias Le Sort en première position. Et Le Sort, c'est un peu comme Yabusele, hein, la comparaison que tu viens de faire est juste, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'opportunité l'été dernier. Et finalement, Monaco avait vraiment besoin de JFL. Ils avaient pris Widmar au poste 5, qui a fait faux bond puisqu'il est parti en Chine de mémoire. C'est pas Et Stimac? derrière, Stimac, Ah voilà, oui. pardon. J'ai dit Widmar, le pivot slovène. Non, il n'est pas là. Je crois qu'il est à Venise d'ailleurs. Non, Stimac, effectivement. Et donc là-bas, il a un rôle énorme des deux côtés du terrain à Monaco. Il n'est pas toujours recherché, mais dès qu'il est recherché par les extérieurs, il fait mal. Et en plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a ajouté ce petit tir à mi-distance qui va lui faire beaucoup de bien. Et on le voit, hein, de plus en plus sur les matchs, il le prend, il en met. Et c'est bien parce que c'est un joueur qui est tellement fort pour aller attaquer le cercle de face. Des fois, il peut être attendu et là, il va pouvoir sanctionner la défense. Par contre, pour Fall, il faudrait regarder son évaluation à la minute. C'est exceptionnel, mais dès qu'il joue en JP Elite et qu'on le sert, il est très difficile à tenir. Alexandre Chassan, il est un petit peu dans le dur actuellement. C'est un très très bon joueur, hein. Il a fait des gros matchs sur le début de saison. Actuellement, là, il a eu des matchs difficiles avec des fautes. Bon, peut-être qu'il a le contre-coup du gros début de saison de Dijon, la Coupe d'Europe, mais je ne doute pas de ses qualités et il fait partie évidemment des candidats évidents pour cette sélection pour le All-Star Game. C'est royal quand même. Là, c'est quatre internationaux. On est presque triste de dire que Alexandre Chassan, qui est un très bon joueur international, qui a été précieux d'ailleurs dans la victoire contre le Monténégro, qui offre la qualification aux Bleus à l'Euro 2022. Pardon. On est presque triste de dire qu'il ne peut pas être All-Star tellement ce poste est fourni, Boris.
Oui, complètement. Bah, c'est un peu l'inverse du poste 3 entre guillemets, où là, on a énormément de joueurs majeurs et dominants, pour le coup, dans leurs équipes, avec des vrais gros statuts. Et c'est peut-être ce que paye un petit peu Alexandre Chassan, versus, par exemple, un Fall ou un Le Sort. Au-delà des performances, c'est aussi des joueurs effectivement qui ont prouvé davantage de choses jusque-là dans leur carrière. Après, on se disait que c'était des joueurs qui étaient sans doute surdimensionnés un petit peu pour la Jeep Elite. Malgré tout, je me dis que c'est aussi des signes positifs. On voit que le championnat de France, petit à petit, au fil des années, se replace parmi les championnats de plus en plus importants, on va dire, dans la hiérarchie européenne. Les performances de Monaco cette année en Eurocup, qui est toujours en lice pour la victoire et pourquoi pas, par bonheur, décrocher un second ticket en Euroleague pour une équipe française. L'Asvel qui s'installe sur le plus long terme, a priori en Euroleague également. D'autres équipes françaises qui ont bien figuré dans les compétitions européennes, que ce soit la BCL ou l'Eurocup. Je pense que c'est aussi des bons signes pour le championnat et de se dire que ces joueurs-là, peut-être qu'on pourra soit davantage les conserver, soit à minima avoir ce cas de figure plus souvent de faire revenir des gros joueurs pour les relancer sur 1, 2 années du fait de l'attractivité de quelques équipes de tableau de notre championnat et de leur performance au niveau européen, parce qu'effectivement, on se parle de Yabusele, de Fall, de Le Sort, pardon. Ils seront sans doute pas dans des équipes françaises l'an prochain, même si on peut l'espérer pour certains d'entre eux. Mais quoi qu'il arrive, ça aura été une super fenêtre d'exposition pour eux cette année, au sein d'équipes où ils sont très responsabilisés. Et un Le Sort, pour le coup, qui je pense, avec une saison frustrante l'an dernier, peut se poser la question de se dire si jamais j'arrive à jouer le très haut de tableau Eurocup, voire l'Euroleague avec Monaco, est-ce que ça peut avoir de l'intérêt de rester dans un rôle très adéquat. Ouais, c'est aussi la formation du basket français, hein. On a beaucoup maintenant de postes 5, chose qui était complètement absent, enfin qui était complètement différent il y a 15 ans. On a du mal à avoir beaucoup de postes 4 spécialistes, même si on commence à y en avoir. Bah, il y a Bouzélé, on a parlé, il y en a d'autres là sur les jeunes générations. Euh, mais des postes 5, on en a énormément. On a beaucoup de joueurs de grande taille, mais on n'a pas seulement. Quand on prend un profil comme Chassan ou Le Sort, c'est différent. Et donc, c'est une richesse. Sur les postes 3 et sur les postes 4, c'est encore des facteurs de progrès. Il faudrait qu'il y en ait plus responsabilisés dans le championnat de France pour éventuellement derrière avoir à accéder encore au plus haut niveau. Mais ça représente bien un peu la richesse du basket français sur le poste 5 et un peu moins sur les postes 3 et 4. Eh bien, merci les gars. On s'affiche la sélection complète des All-Stars de cette saison désignée par les lecteurs de Bibasket avec ce 5 de départ, donc Sylvain Francisco, Boris Dallot, Romuald Morancy, Petre Corneli et Jerry Boutsielé, avec un banc très bien garni, riche en internationaux français, Axel Julien, Nicolas Lang, Isaiah Cordigné, Terry Tarpek, Gershon Yabusele, Mathias Le Sort et Mustapha Fall. Belle petite équipe aussi, les gars, quand même, qui gagne là par rapport si on fait virtuellement s'affronter la sélection des étrangers qu'on a révélée la semaine dernière et celle-ci. Ah, je dirais quand même les étrangers parce que le talent, on va dire, est un peu plus équilibré sur les différentes positions. Ça va être compliqué de faire jouer Fall, Le Sort et, pardon, et un Boutsielé. Yabusele ensemble, par exemple, ou un Boutsielé. Donc je pense que malgré tout, les étrangers partent avec une petite longueur d'avance. Ouais, je sais pas. Moi, je mettrais, si j'avais un billet à mettre, j'irais bien sur cette équipe de France. C'est quand même très, très dense, je trouve. Et on voit aussi quand même le rôle qu'ont joué les fenêtres internationales de qualification aux différentes compétitions FIBA. On a une sélection de All-Star avec de ce que je disais, de très nombreux internationaux français qui leur a permis de s'aguerrir aussi ces fenêtres et de progresser. On est un des, peut-être c'est pas le cas de tous les pays, toutes les nations, mais qui a su tirer avantage de ces fenêtres tant décriées de qualification.
Ouais, mais c'est le volume de joueurs qui est produit en France avec ce système fédéral où il y a des clubs qui, quelque part, forment sur tout le territoire et il y a beaucoup de joueurs qui s'entraînent au quotidien avec des conditions plutôt parfaites maintenant, c'est-à-dire dans les pôles espoirs des 13-14 ans et ça fournit pour le haut niveau et les équipes de France un très gros nombre de joueurs de haut niveau et sur chaque génération, c'est-à-dire que une génération remplace une autre puis il y a toujours plus de joueurs. Donc, l'avenir est plutôt rose là-dessus. On ne forme pas autant de joueurs par habitant qu'en Serbie, de joueurs de haut niveau qu'en Serbie ou en Lituanie, mais en volume, peut-être que derrière les États-Unis, on est le pays qui forme le plus de joueurs de haut niveau. Merci les gars, merci pour ce débat. Merci surtout à vous, hein, les lecteurs, d'avoir voté, d'avoir autant voté, d'avoir joué le jeu de cette consultation. C'est toujours un exercice très intéressant. Venez en débattre de ces résultats dans les commentaires, que ce soit ici sur YouTube ou sur le site Bibasket. Vous connaissez le chemin. Merci encore, merci de nous avoir regardés ou écoutés et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao. Salut.